Quand j'ai commencé la photo à l'âge de 15 ans et que mon rêve était de devenir photographe, j'aurais adoré être au contact d'un photographe professionnel qui réponde à toutes mes questions et qui me raconte un petit peu son métier et comment il travaille. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ma stagiaire Anaïs qui va me suivre pendant un mois dans mon travail. Salut, donc j'ai 17 ans, je suis en lycée professionnel photographie et je suis très contente d'être ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu vous raconter ce qu'on a fait ces derniers jours parce qu'on a fait un shooting photo. C'était le premier shooting qu'on faisait ensemble du coup et là le but c'est un petit peu que Anaïs me pose toutes ces questions. Pour commencer son stage, j'ai décidé de la faire travailler directement sur le projet artistique sur lequel je travaille depuis des années et dont je vous ai déjà parlé un millier de fois sur cette chaîne. C'est évidemment le projet La fin est proche, puisque j'essaie de réalimenter un petit peu le blog culinaire et de créer de nouvelles recettes et de vous proposer du nouveau contenu à ce niveau-là. On est donc parti en cuisine et on s'est attelé à la confection d'une recette que j'avais préalablement choisie un petit peu de façon aléatoire. On a donc confectionné des scones. Il faisait extrêmement beau le jour où on a cuisiné ces scones et où on devait faire ce shooting. Du coup, on s'est dit qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Les scones étant une recette britannique, on s'est dit qu'il serait intéressant de faire une scène d'inspiration tea time où un personnage serait tout simplement en train de prendre son thé en extérieur et où les scones seraient mis à l'honneur. On a donc sorti tous nos petits accessoires pour pouvoir créer le décor et la scène et on a installé le matériel pour pouvoir faire le shooting. Anaïs s'est également prêtée au jeu d'interpréter le personnage et de poser, ce qui n'est pas un exercice facile en soi. Donc c'est super qu'elle ait osé jouer ce rôle-là. Et c'est parti, on a commencé à photographier et on a fait différents points de vue pour avoir un large panel de photos à présenter sur le blog. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ce shooting, on va pouvoir passer à la partie questions où je vais répondre aux questions d'Anaïs. Et donc, à toi de jouer Anaïs, vas-y je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me demander? Comment on peut diriger et mettre à l'aise un modèle? La première chose, je pense, c'est de se mettre à l'aise soi-même. Parce que si en tant que photographe tu n'es pas à l'aise, la personne en face de toi va le ressentir. Si c'est quelqu'un que tu connais pas en plus, elle va forcément le ressentir et ça va la mettre elle-même mal à l'aise. Du coup, elle n'arrivera pas à se mettre bien à l'aise non plus, quoi. Donc je pense que première étape, c'est de soi-même être
à l'aise, de se mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir mettre l'autre dans des bonnes conditions, parce que ça se ressent. Ensuite, je pense qu'il est important d'avoir à l'idée que dans un premier temps, quand on va faire un shooting avec un modèle, je dirais le premier quart d'heure, voire la première demi-heure, ça va vraiment être de la découverte, de la mise en place. On n'est pas à l'aise, autant le photographe que le modèle, en vrai, on a besoin de tâtonner un petit peu pour qu'il y ait une synergie, une bonne énergie qui se mette en place. Peut-être tu t'en es rendu compte pendant le shooting qu'on a fait. Tu sais, au départ, tu sais pas trop, c'est un peu tendu, t'oses pas et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu rentres dans le truc. Et si ça se passe bien, normalement, si avec le photographe, il arrive à te mettre à l'aise, toi, tu décomplexes un peu. Et du coup, tu rentres dans le truc. Et ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, même le modèle en vienne à proposer des idées. Oui. Et personnellement, moi, c'est ce que j'aime bien quand je fais des shootings avec d'autres gens, c'est que du coup, il y ait une cohésion entre les deux qui s'instaure et que du coup, ça devienne un peu un projet commun, quoi. Le shooting devient commun et je suis pas seule à diriger, en fait, parce que les deux se répondent. Ouais, qu'il y ait communication. Ouais, complètement, c'est ça. Et parce qu'en vrai, le photographe va avoir des idées, mais le modèle peut aussi très bien avoir de super idées qui peuvent apporter quelque chose à l'image qu'on va créer ensemble. Oui. Donc je pense que c'est important à ce niveau-là de vraiment avoir l'idée qu'on travaille ensemble en fait. Le modèle, il n'est pas juste là pour répondre à vos besoins en tant que photographe, il vous accompagne quoi. Donc l'intégrer à son projet, c'est important. Pour mettre à l'aise le modèle aussi, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais pas rester silencieuse, je vais expliquer tout ce que je fais. Tu vois, quand tu posais, du coup, alors, bon, il y a aussi le fait que tu es en stage et que du coup, je t'explique ce que je fais parce que tu apprends. Mais même si tu n'étais pas en formation photo, tu vois, je t'aurais quand même expliqué, alors peut-être moins en détail, mais je t'aurais quand même expliqué ce que je faisais. Parce que ça permet d'introduire la personne qui pose aussi dans le moment et dans le shooting, quoi. Et du coup, déjà, ça crée de la communication et tout. Donc, le silence, pour certaines personnes, c'est très angoissant. Et du coup, je pense que le fait de communiquer, d'expliquer ce qu'on fait en même temps qu'on le fait, tout ça, même si c'est pas une interaction, on va dire, complètement directe avec le modèle, au moins, il y a... Ouais, on introduit vraiment la personne dans le shooting, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi un bon moyen de mettre à l'aise la personne qui vous accompagne sur le shooting, c'est d'expliquer ce que vous faites, de communiquer avec elle, quoi, de dire, si tu as des idées, n'hésite pas, est-ce que ça te paraît bien, lui demander son avis aussi, parce que ça peut être intéressant d'avoir aussi le retour extérieur de cette personne, et d'expliquer ce que vous faites. Par exemple, si on reprend le shooting qu'on a fait, tu vois, moi j'ai commencé à faire mes réglages et tout quand tu t'es assise à la table. Oui. Et c'est vrai que en fait, en commençant à tourner un petit peu autour, je t'ai dit attends, je tourne autour et tout, je vais voir. Et au final, je t'ai dit en fait, on va plutôt te changer de place parce que... j'aurais pu juste te dire on va te changer de place et point. Mais en fait, je t'ai dit on va te changer de place parce que... derrière, je vois la terrasse de la maison et c'est pas harmonieux pour la photo qu'on va faire, ça rentre pas dans le truc, quoi. Voilà, et du coup, je pense que rien que des petites choses comme ça, ça permet quand même de se mettre à l'aise, aussi bien pour le photographe que pour le modèle. Y a autre chose aussi qui se fait dans le domaine de la photo. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que ça colle pas du tout avec le type de photo que je fais. Mais beaucoup de photographes sociaux, enfin ceux qui font de la photographie sociale, type mariage, portrait, tout ça, utilisent cette technique-là, c'est de faire des blagues pour décontracter un petit peu. Faire déstresser. Ouais, c'est ça. Et puis pour pouvoir créer des sourires, ce genre de choses, tu vois, décrisper un peu le visage. Ça, c'est une des grosses techniques des photographes. Alors, tout le monde ne le fait pas parce que tout le monde aime pas faire des blagues. Personnellement, moi, je sais pas faire de blagues et j'en ai jamais en stock. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais pas du tout. Et en même temps, moi, je cherche pas forcément à avoir des sourires ou quoi sur mes photos. Donc, au final, ça me porte pas préjudice. Mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire pour décontracter. Et parfois, ça peut aussi juste être en première partie de shooting. Vous allez juste faire une session de photos où vous rigolez ensemble. Même si derrière votre shooting, il est un peu plus sérieux ou un peu plus mélancolique. Ou voilà.
le fait d'avoir quand même un peu déstressé avant, ça fait que vous vous mettez aussi à l'aise. Ok. Voilà. Mais diriger un modèle, c'est quand même compliqué. Même dans les poses et tout, en vrai, c'est beaucoup de tâtonnement. Franchement, n'hésitez pas à tâtonner, à demander à la personne comment elle se sent. C'est important. Si ça va, si elle n'a pas trop froid. Là, on était en extérieur, il y avait du vent. Donc, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai dit à Anaïs, ça va, t'as pas trop froid. Elle avait une petite chemise légère en plus. Donc, du coup, ouais, prenez soin de votre modèle, en fait. Je pense que c'est la base. Alors, j'ai maintenant une question sur la lumière. Toi, du coup, tu utilises plus la lumière naturelle. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses de la lumière artificielle et dans quel contexte on pourrait l'utiliser et comment? Ok. Oui, moi j'utilise principalement la lumière naturelle, du coup, quasiment exclusivement. Ça m'est arrivé d'utiliser un petit peu la lumière artificielle et j'ai réussi à pouvoir l'utiliser exactement comme j'utilise la lumière naturelle, donc c'est possible. Mais alors, la lumière naturelle, elle est compliquée parce qu'elle est très contraignante en fait. Il va falloir vachement jouer avec les moments de la journée, tout ça. Forcément, il y a de la lumière que quand il fait jour. Et tout au long de la journée, elle évolue. Elle évolue en fonction des saisons. C'est toute une adaptation à faire en fait pour vraiment dompter la lumière naturelle. Donc elle n'est pas évidente. Mais moi je trouve que c'est une lumière qui est super intéressante à travailler. D'une parce que quand on travaille la lumière naturelle et qu'on apprend vraiment à l'utiliser, à s'adapter, à faire avec, en fait, je pense qu'on peut réussir à s'adapter à n'importe quelle situation. Et du coup, je pense que c'est très formateur. Et il y a des rendus qu'on a avec la lumière naturelle que je pense on ne pourrait pas forcément avoir avec la lumière artificielle. Ok. Donc, la lumière naturelle, en vrai, on peut l'utiliser en toutes circonstances, tout le temps, quoi. On est juste contraint, comme je disais, par les heures de shooting. La lumière artificielle, quant à elle, elle est vachement confortable parce que on n'a pas de contrainte de temps, d'horaire, etc. On peut créer un setup, avoir des réglages vraiment bien ciblés, bien faits, et on peut utiliser toujours ces mêmes réglages si on shoot des photos qui sont toujours dans les mêmes ambiances, quoi. Donc ça, c'est super confortable en vrai. Ouais, et on n'est pas... Ouais, c'est super pratique. On n'est pas du tout contraint par les horaires de la journée, tout ça, les saisons, les différentes couleurs de saison, etc. Donc ouais, lumière artificielle, super confortable, mais hyper encombrante et ça coûte assez cher. Du coup, il faut pouvoir s'équiper avec. Lumière naturelle, gratuite. Et je pense que quand on apprend à l'utiliser, on est capable de s'adapter en toutes circonstances. Maintenant, laquelle je recommande, en vrai, je pense que c'est super intéressant de commencer par apprendre à utiliser la lumière naturelle. D'une, parce qu'elle est gratuite, comme je disais, et de deux, parce qu'elle est hyper formatrice, je pense. Ouais. Après, suivant ce que vous voulez faire dans vos photos, comme shooting et tout, peut-être que ce sera plus adapté d'utiliser la lumière artificielle. Par exemple, la lumière artificielle, c'est extrêmement utilisé dans la mode. Voilà, parce que on fait des shootings hyper travaillés où les modèles sont très maquillés, ils sont bien apprêtés, tout ça. Et c'est vrai qu'on peut travailler toutes les lumières pour avoir des jolis rendus de peau, de texture des vêtements, etc. Enfin voilà, tout ça c'est... En lumière artificielle, c'est hyper intéressant. Après, on peut très bien aussi le faire en lumière naturelle. On n'aura juste pas les mêmes rendus, effectivement. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec sa photo. C'est vraiment... Et de l'ambiance qu'on veut créer. Tu vois, par exemple, nous là, avec notre shooting Tea Time, pour notre shooting, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir cet effet d'ombre porté sur la petite table avec les rayons du soleil qui transpercent les feuilles de l'arbre, en fait, les branches de l'arbre, et du coup avoir ces petites nuances de lumière qui danse là sur la table. À la base, c'était ça qu'on recherchait. Alors, on n'a pas réussi à l'avoir sur tout le shooting. À la fin, c'est arrivé. Et du coup, je pense que pour ce shooting-là, par exemple, la lumière naturelle se prêtait beaucoup mieux que pour un autre shooting, quoi. Après, on aurait très bien pu ajouter, en plus de la lumière naturelle, ajouter de la lumière artificielle avec un Projo ou une softbox qui viennent déboucher les ombres sur un côté ou quoi. Personnellement, je travaille jamais avec ça. C'est vraiment des habitudes de travail aussi, je pense. Et cibler ce avec quoi on est à l'aise. Moi, je suis à l'aise avec la lumière naturelle et j'aime la lumière naturelle. Du coup, je travaille avec la lumière naturelle. Après, j'ai conscience que la lumière artificielle a des
Des avantages. Ouais, des avantages et permet d'être plus confortable. Ok. Ouais. Voilà, grosso modo. C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut. Donc justement, puisqu'on était en extérieur, comment toi tu fais pour gérer le triangle d'exposition? Ouais, pour régler mon appareil photo. Alors, le triangle d'exposition, petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le triangle d'exposition, c'est les réglages qu'on fait sur son appareil photo pour régler la lumière de son image, donc l'exposition. Et du coup, ça joue avec 3 paramètres, 3 réglages sur l'appareil photo. C'est la sensibilité ISO du capteur, l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation qu'on appelle aussi le temps de pose. Je vous invite à aller creuser un petit peu la question si ça vous intéresse. Je ne vais pas rentrer dans le gros détail de chaque réglage, mais vous trouvez plein d'autres informations sur internet à ce sujet-là. Alors moi je travaille qu'en manuel sur mon appareil photo, donc c'est-à-dire que je fais tous mes réglages moi-même. Et effectivement, quand on travaille en extérieur, on travaille avec la lumière naturelle, donc du coup, et la lumière naturelle est extrêmement changeante. Du coup, on est souvent amené à modifier ces réglages tout le temps. Donc il faut savoir s'adapter pour toujours garder une bonne exposition dans ses photos. Et alors pour ça, en fait, moi la première question, en fait j'ai une succession de questions que je me pose de façon très automatique, parce que c'est très automatisé dans ma tête maintenant avec l'habitude. La première question que je me pose, c'est de savoir si dans ma photo je veux du flou ou non. Donc de la profondeur de champ ou non. La profondeur de champ, on le règle avec l'ouverture du diaphragme. Donc du coup, l'une des premières choses que je vais régler dans le triangle d'exposition, c'est l'ouverture du diaphragme. Okay. Voilà, si je veux une grande ou une petite ouverture, ça va conditionner si j'ai du flou ou pas dans mon image, notamment pour faire les arrière-plans. Une fois que j'ai calibré ça, je peux venir équilibrer avec la sensibilité ISO et l'ouverture et la vitesse d'obturation. En général, pour la sensibilité ISO, j'essaie de garder la sensibilité ISO la plus minimale que je puisse avoir. Parce que quand on monte trop dans la sensibilité ISO, on ajoute du grain, on dégrade son image, en fait, on ajoute du bruit, du grain dans son image qui peut être disgracieux. Du coup, voilà. D'abord ouverture du diaphragme, après je vois la sensibilité ISO. Et après je joue avec la vitesse d'obturation. Ça, c'est vraiment quand je fais des shootings en intérieur avec des natures mortes, par exemple, qui sont très immobiles. Je procède vraiment comme ça. Et du coup, ça fait que souvent, je suis en assez basse lumière parce que je suis en intérieur. Du coup, ma vitesse d'obturation est souvent très lente. Et ça, c'est pas adapté à tout type de photo. Du coup, en extérieur, c'est un peu différent. Parce que là, notamment, dans notre shooting, il y avait du vent. Du coup, ça bouge les arbres, les feuilles, etc. La nappe faisait que bouger aussi. Et quand on a une petite... Et toi-même, tu es vivante, du coup, tu bouges. Oui, donc il y a du mouvement. Donc voilà, il y a du mouvement. Et du coup, là, si j'ai une petite vitesse d'obturation, je vais probablement avoir des flous de bouger des éléments de la photo. Et donc ça va apporter du flou dans mon image que je ne veux pas forcément avoir. Et donc du coup là je me dis, zut, j'ai du flou, il faut que je réaugmente ma vitesse pour avoir une vitesse plus rapide. Et donc là forcément je vais être obligée de revoir les ISO et l'ouverture du diaphragme. Donc en fait, tout dépend des conditions effectivement dans lesquelles on se trouve. Faut bien comprendre sur quoi intervient chaque réglage pour pouvoir s'adapter. C'est ça qui est super compliqué quand on débute en photo en fait. Mais voilà. Et du coup, donc, si j'ai des flous de mouvement ou des flous de bouger aussi, ça peut être si on a une petite vitesse et qu'on veut shooter à main levée. Clairement, à main levée, c'est compliqué parce qu'on va faire des flous de bouger. Donc c'est les micro-tremblements en fait qu'on a avec nos mains, quoi. Et du coup, pour ça, moi en fait, j'essaie de pas descendre ma vitesse en dessous d'un centième de seconde. Ça dépend un petit peu des appareils photo, mais moi je sais que mon appareil photo, en dessous d'un centième de seconde, avec une vitesse plus lente, souvent je vais commencer à obtenir des flous de mouvement ou de bouger. Donc voilà, je remonte et dans ces cas-là, je revois mon ouverture du diaphragme. Du coup, ça fait que peut-être que je vais devoir, là où je voulais pas forcément avoir du flou dans ma photo, peut-être que je vais devoir, du flou d'arrière-plan, je parle, avec la profondeur de champ, peut-être que du coup, je vais devoir ouvrir un peu plus mon ouverture. Et du coup, si j'ouvre un petit peu plus le diaphragme, j'ajoute du flou. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de compromis suivant la situation dans laquelle on se trouve. Ouais.
Donc voilà, mais c'est plusieurs questions comme ça à se poser. Je sais pas si c'était très clair. Si. Ouais, ça va. Donc justement, en parlant de flou et de profondeur de champ, comment on gère, On arrive, ouais, comment savoir quand est-ce qu'il faut mettre du flou et ouais, comment l'utiliser Ok. Alors la profondeur de champ, donc comme je le disais, il y a deux choses qui permettent de faire du flou d'arrière-plan, donc de jouer avec la profondeur de champ. C'est d'une part avec l'ouverture du diaphragme. Plus on a une grande ouverture, plus on aura du flou dans l'image. Donc plus la profondeur de champ sera réduite. Et après, il y a aussi la distance qui va se trouver entre notre objet à photographier et notre appareil photo. Plus on est proche du sujet, plus le fond va devenir flou. Voilà, donc il y a ces deux paramètres-là qui jouent déjà. Et alors après, la profondeur de champ, clairement, elle sert à créer de la profondeur. En fait, ça s'appelle la profondeur de champ, c'est parce qu'elle sert à créer de la profondeur dans l'image et à pas à ce que tous les éléments soient sur un même plan et que ce soit tout plat, que ça aplatisse l'image. Et donc du coup, un flou d'arrière-plan, ça va venir détacher le sujet principal qu'on veut photographier de l'arrière-plan. Donc du coup, ça va forcément donner de la profondeur et du coup mettre aussi en valeur notre sujet. En gros, c'est ça, la profondeur de champ, à quoi ça sert. Maintenant, par rapport aux mises en scène, comment on peut gérer les couleurs pour garder la même ambiance, tout ça quoi. Créer une harmonie dans l'image, tout ça, ouais. Ouais, la question des couleurs, c'est hyper important dans vos images parce que ça va conditionner certaines choses. Donc, comme tu disais, l'ambiance, déjà, qu'il va y avoir dans l'image. Et l'harmonie globale de l'image, du coup, comment c'est agréable à l'œil à regarder. Alors moi, j'ai un grand principe, une grande règle que j'essaie de respecter dans mes photos. C'est le fait de ne pas utiliser plus de 3 couleurs différentes en plus du noir et du blanc dans mes images. Parce qu'après, ça devient déjà très difficile à gérer. Et ça devient cacophonique en fait. Enfin, cacophonique, c'est pas le mot, mais ça devient très brouillon pour l'œil. C'est trop bariolé, trop d'informations à gérer et on perd l'harmonie du coup. On sait plus où regarder, il y a des choses qui popent un petit peu dans tous les sens, ça s'harmonise pas, ça sort pas quoi. Donc du coup, ouais, vraiment essayer d'avoir un minimum de couleurs dans vos images parce que quand il y a trop de couleurs, ça devient trop difficile à travailler. Et si vous voulez avoir des couleurs différentes, du coup, n'excédez pas 3 couleurs, je pense. C'est 3 couleurs, déjà, c'est pas mal. 3 couleurs vraiment différentes. Après, vous pouvez jouer, par contre, avec les teintes, les nuances d'une même grande catégorie de couleurs. Par exemple, dans les bruns, on va avoir les bruns, les ocres, les beiges. Tout ça, c'est un petit peu dans les mêmes nuances quoi. Et du coup, moi j'aime bien aussi travailler en nuances en fait, en camailleux un peu de couleurs. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait c'est des couleurs qui s'assortent bien du coup puisqu'elles sont dans la même teinte quoi, principale. Et voilà, du coup travailler aussi avec les nuances c'est intéressant. Après encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut faire dans l'image. Par rapport aux saisons, comme on a vu tout à l'heure, comment on gère la lumière naturelle, que ça soit en intérieur ou en extérieur? Ouais, les saisons c'est compliqué parce que en fait le problème des saisons c'est qu'elles vont donner des couleurs différentes et des ambiances différentes en termes de lumière, donc du coup dans nos images. En fait, suivant ce qu'on va vouloir faire comme image, on va être obligé de s'adapter à la saison présente. Par exemple, si on a des idées de faire des photos d'hiver où il y a de la neige et compagnie, on va forcément être contraint déjà d'attendre l'hiver, la neige et compagnie, à moins d'aller ailleurs dans un pays où les saisons sont inversées. Voilà. Mais on est obligé du coup d'organiser son shooting en fonction, déjà de base. Et après, je pense que c'est intéressant juste de jouer en fait avec ça. Par exemple, tu vois là, nous, le shooting, en fait, il se prêtait bien à ce qu'on avait envie de faire, donc c'est plutôt bien tombé. Si c'était pas bien tombé, on aurait trouvé autre chose, on se serait adapté en fonction. Mais là, du coup, effectivement, on s'était dit, c'est chouette, il fait beau, on veut faire une scène d'extérieur, genre goûter en extérieur. Et en fait, voilà, on avait l'opportunité de le faire, donc on l'a fait, donc c'était cool.
Mais peut-être que si on avait été en hiver et qu'il y avait eu de la neige, on aurait pu se dire, bah vas-y, on le fait quand même. Mais juste, on n'aura pas la même ambiance, on sera dans une ambiance d'hiver et c'est vrai qu'on n'aurait pas raconté la même histoire dans l'image, c'est tout. Et après, du coup, en fonction des couleurs, des lumières, des différentes lumières suivant les saisons, effectivement, en hiver, on va avoir une lumière qui est plutôt froide, avec un ton froid, plutôt bleuté. Ça, on peut le rééquilibrer en ajoutant un ton plus chaud, par exemple, dans la balance des blancs, tu vois, pour avoir un blanc qui est peut-être un petit peu plus blanc. Ou alors, on peut vraiment jouer avec cette ambiance bleutée et construire notre image autour de ça, dans cette ambiance-là. Vraiment s'en servir. Ouais, c'est ça. Et après, effectivement, en été et au printemps, moi, je trouve que la lumière, elle tire plutôt sur le vert, parce qu'on a beaucoup de vert. Elle est un petit peu plus neutre en termes de balance, tu vois, des blancs. Mais comme il y a beaucoup de vert dans la nature et tout, ben, du coup, elle peut vite tirer sur le vert. Bon, ça dépend où est-ce qu'on est. Nous, on est en nature, on est en pleine montagne, et du coup, effectivement, on est entouré de verdure. Mais si on se trouve en ville, je pense que ça va être différent. Là, si on est de l'architecture avec de la pierre ou c'est blanc, du coup, ça va se refléter un peu plus. Donc la lumière sera peut-être un petit peu plus neutre. Mais voilà, du coup, ben, c'est vrai qu'il faut jouer avec tout ça. Je pense qu'il y a une part aussi d'adaptation et une part de non-contrôle de ça, en fait, où c'est juste jouer avec ce qu'on a. Ouais, juste adapter et jouer avec ce qu'on a sur le moment, quoi. Et des fois, t'as des belles surprises, quoi, dans ce que tu photographies. Et après, en extérieur, du coup, en fonction des lumières, privilégier peut-être les lumières. Personnellement, moi, je privilégie les lumières douces. Donc, j'évite de me mettre en plein soleil en pleine journée. Quand le soleil est très haut, avec une lumière zénitale, ça donne des ombres assez disgracieuses. Donc, ça, j'évite. Je vais plutôt préférer soit mettre à l'ombre. Là, comme on était, tu vois, il y avait du soleil, mais on était à l'ombre sous un feuillage, quoi. Et ça marchait très bien. Et en plus, ça créait du contraste avec en dehors de notre zone d'ombre où il y avait de la lumière, quoi. Et ça, ou alors plutôt favoriser les journées nuageuses, où là, on a un filtre naturel avec les rayons du soleil, quoi. Les nuages font barrière, donc ça filtre et ça adoucit la lumière. Voilà, et sinon aussi, préférer peut-être les lumières de début de journée et de fin de journée. Fin de journée, il y a la golden hour, avec des lumières très orangées, très ocre, qui sont très belles. Et ça crée des jolis contrastes, parce que la lumière est un peu plus rasante, en fait. Ouais, voilà. Du coup, tout ça, c'est des lumières avec lesquelles on peut jouer et avec lesquelles on peut donner des super ambiances. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Justement, tu parlais des balances des blancs. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment gérer ça en extérieur ou intérieur? Ouais. La balance des blancs, c'est la teinte que va avoir les blancs dans notre image. Donc ça peut être une teinte plus froide, qui tire par exemple sur des bleus ou des verts, ou une teinte plus chaude qui va tirer peut-être sur des jaunes, orangés, rouges. Et donc la balance des blancs, c'est vrai qu'en général, on essaie de l'équilibrer, ou alors on va jouer avec pour donner des ambiances ciblées. Donc quand on a une balance des blancs qui tire plutôt vers le bleu, plutôt vers les tons froids, en fait, là, c'est déjà, on va susciter peut-être en extérieur les scènes d'hiver, puisque la lumière de base est plus bleutée, en fait. Ou alors, si on a des tons chauds, ça va être plutôt connoté été, lumière ou quoi. C'est ça. Ou alors, le jaune, ça peut aussi susciter un peu le passé. Nostalgie ou souvenir. Tu vois. Je vois. Et donc voilà. Et du coup, après, on peut aussi équilibrer ça. Donc on dit qu'on équilibre la balance des blancs pour rapporter, par exemple, si on trouve qu'on a trop de tons bleus dans notre image et qu'on veut rééquilibrer ça pour avoir des blancs un peu plus blancs, du coup, on peut venir équilibrer en ajoutant la couleur opposée. Donc si tu as du bleu, en fait, tu vas venir ajouter du jaune dans ton image, du jaune ou du orange. Et du coup, ça va réchauffer du coup, ta lumière et du coup, elle va devenir un petit peu plus neutre. Et pareil, quand tu as des tons plus jaunes, du coup, tu vas venir ajouter un ton un peu plus froid, donc du bleu. Voilà, et en fait, tu équilibres comme ça. C'est ce qu'on appelle la température sur les logiciels de retouche, par exemple.
Par exemple, dans Lightroom ou dans Photoshop, on a des petites réglettes là, et c'est la température, et c'est ça en fait. Avec ça, on vient régler la balance des blancs. Et alors du coup, vous pouvez le gérer de 2 manières différentes. Soit vous le gérez directement en prise de vue, au moment où tu fais tes réglages et tout. Tu vas régler ton appareil photo. Sur ton appareil photo, tu vas régler la balance des blancs en fait. Donc c'est la température et ça se mesure en Kelvin. Soit tu peux le faire en post-traitement, donc sur logiciel. Et du coup, tu as des petites réglettes, pareil, de température ou de balance des blancs ou de balance des couleurs. Ça dépend des logiciels, comment ils appellent ça. Et du coup, pareil, tu peux venir équilibrer ça. Personnellement, moi, j'utilise les deux. Je vais y prêter attention à la prise de vue. Mais souvent, il y a quand même une teinte qui se dégage sur mes photos. Et du coup, je viens le recorriger sur Photoshop. Ouais. Voilà. J'aimerais bien avoir des conseils pour comment chercher et où trouver de beaux objets, des costumes ou des décors pour nos photos. Ouais, effectivement. Ça, c'est en chinant énormément partout. Que ce soit alors en vrai, dans des brocantes, à Emmaüs, dans des recycleries, tout ça. Ça peut être en ligne avec Le Bon Coin, Etsy, Vinted. Voilà, toutes ces plateformes qui permettent de trouver de l'occasion. Ça peut être aussi en... Moi, je sais que j'achète parfois dans des boutiques de créateurs, directement auprès de créateurs, en fait. Par exemple, des céramistes, des ébénistes et tout, qui vont créer de la jolie vaisselle. Et du coup, ce sont des pièces que je ne vais pas retrouver ailleurs. Enfin, tu vois, c'est pas industrialisé. Donc, du coup, il y a ce côté un petit peu original aussi. Ouais, unique. Unique, ouais, c'est ça, qui peut être intéressant. Il y a aussi le fait d'en parler autour de soi, à son entourage, en fait, quand les gens savent ce qu'on fait et qu'on recherche tel ou tel objet ou tel type d'objet. Du coup, quand ils veulent se débarrasser de quelque chose, ils vont d'abord penser à nous avant de jeter. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui me donnent des choses avant de les jeter, de les mettre à la déchetterie ou de les donner pour des assos ou quoi. Ouais. Donc ça marche bien. Et si vous êtes en ville, quand j'habitais à Bordeaux, j'ai trouvé beaucoup de choses dans la rue. Genre les gens mettent sur le trottoir en fait ce qu'ils veulent pas. Alors il y a les encombrants qui passent. Franchement, j'ai récupéré une grande table, la table qui est dans ma cuisine là, qui était ma table de shooting photo. Je l'ai récupérée dans la rue, elle avait un pied cassé et en fait avec mon copain on l'a retapé et tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, mais c'est trop bien. Ouais, et franchement, mais il faut saisir les opportunités, quoi. C'est vraiment ça. Donc ouais, dans la rue, on trouve des choses. Bon, chez nous, on est en pleine campagne, pleine montagne. Franchement pas. Mais en ville, ouais. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Mais en gros, ouais, c'est vraiment en chinant. Et ça peut être aussi en créant soi-même les choses. Par exemple, en faisant du DIY, en créant des objets. Tu vois, aujourd'hui, tu peux fabriquer des petites choses en argile autodurcissante. Ça peut être franchement ça peut être plein de choses. Tu peux créer des bougeoirs juste en peignant une vieille bouteille, tu vois, et tu remodèles un petit peu comme tu veux. Franchement après c'est de la créativité, mais il y a matière à faire énormément de choses. Moi j'ai créé des petits accessoires de costumes en crochet, genre des cols Claudine, des cols montants et tout, et franchement ça fait bien le taf. Voilà, des trucs comme ça quoi. Si tu gères un peu en couture, tu peux aussi te créer tes propres costumes. Ouais. Franchement, ça profiter de notre créativité pour... Ouais, et même développer sa créativité pour développer son univers, quoi. Je pense que c'est hyper important, en vrai. Et souvent, quand on est créatif, c'est pas trop une contrainte, quoi. On aime bien... C'est sûr, on aime bien jouer avec ça. Donc là, je vais repartir sur le culinaire, parce que j'aimerais bien savoir comment vraiment on fait pour mettre en valeur un plat. Ok. Ouais, c'est une bonne question. Alors, pour ceux qui connaissent pas mon travail, je fais principalement de la photographie culinaire et je crée des univers. J'ai créé un univers autour de la cuisine qui s'appelle La Faim est proche. Et donc, je prends beaucoup en photo de plats. Et alors, pour mettre en valeur un plat, il y a plusieurs facteurs. On peut agir sur plusieurs choses. Il y a d'abord le stylisme culinaire, donc, qui peut se faire à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment quand on cuisine le plat, du coup, de le rendre beau. De faire en sorte qu'il soit beau, tu vois. Que ce soit des beaux cookies,
des belles, je sais pas, un beau plat quoi. Il faut s'appliquer. Ouais, faut s'appliquer. Ça, et après il y a le stylisme culinaire vraiment en shooting où là on va bien agencer les éléments pour bien le présenter. Présenter en belle assiette, tu vois, enfin bien dressé ou tu vois, ce genre de choses. Okay. Et après évidemment ça se fait en troisième lieu pendant le shooting où là ça va après être en fonction de la lumière, de la composition, comment on va harmoniser tout ça dans notre image. On va partir de l'histoire qu'on veut raconter autour de ce plat, évidemment. Oui. Je rappelle, la base d'une image, c'est de raconter une histoire. Les gars, pensez à ça. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que, donc, avec la lumière, je viens faire en sorte que le sujet le mieux éclairé, ce soit mon sujet principal, donc mon plat. Je fais aussi en sorte qu'il se détache du reste des éléments. Donc, je vais jouer avec la profondeur de champ dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, si c'est une vue de face, eh ben, je vais faire en sorte que le fond soit flou, par exemple. Donc, avoir une faible profondeur de champ. Et du coup, avoir mon sujet bien net. Ça peut être aussi en fonction de la construction de lignes dans son image. Par exemple, si on a une vue plongeante, on va dire d'une tarte, ça peut être de construire une courbe autour. Imaginons c'est une tarte, donc elle est ronde et on peut venir construire une ligne autour. Une courbe, on peut venir construire une courbe autour et du coup on va orienter le regard en fait. Et notre point principal sera la tarte. Enfin, voilà, en fait il y a plein de petites techniques comme ça avec lesquelles on peut mettre en valeur le sujet effectivement, le plat. Ça peut être avec des constructions schématiques avec les lignes, donc lignes de fuite ou lignes de force et points de fuite. Du coup, on va orienter le regard du spectateur avec des lignes, quoi. Faire en sorte que les lignes se croisent, tout ça, au sujet qu'on veut principal, où on veut diriger le regard. En utilisant les règles de cadrage comme la règle des tiers, par exemple. On en avait parlé. La règle des tiers, c'est intéressant. On va venir placer le sujet sur un point précis dans l'image. Les couleurs aussi. Les couleurs, ça peut beaucoup jouer. Par exemple, si on photographie des fraises, imaginons, qui a une belle couleur bien rouge, donc le rouge c'est très vif, ça attire le regard. Et bien là, on peut effectivement, par exemple, faire en sorte que le seul élément rouge dans l'image, ce soit les fraises. Et du coup, le regard va être directement attiré dessus. Et autour, on peut construire soit avec des ocres, des beiges, des blancs, enfin tu vois, ou des noirs, enfin, voilà. Et contraster comme ça les couleurs. Ça peut se faire avec ça aussi. Vraiment, il y a plein de façons, d'outils, de paramètres qu'on peut gérer pour mettre en valeur le plat. Et en fait, c'est réussir à jouer un petit peu avec tout ça. Voilà. Si vous, ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu plus loin cette question-là, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Apprendre la photo efficacement » et j'aborde un petit peu plus ce sujet-là dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Où et comment trouver de l'inspiration? Ouais. L'inspiration, c'est la base de notre travail, clairement. Alors, franchement, partout, tout le temps. L'inspiration, c'est comme l'imagination et la créativité, c'est vraiment un muscle qui se travaille. Comme en sport, tu vas travailler tes muscles, tu vois. Et là, on va juste travailler le muscle du cerveau, quoi, et qui régit la créativité et l'imagination. Et en fait, à force de le travailler, en fait, il y a un automatisme qui se crée et vraiment l'inspiration peut surgir de tout et n'importe quoi. Moi, je sais que quand je suis focus sur un projet, en général, je vais pas m'y atteler de suite et je vais pas juste me mettre devant une feuille à essayer de trouver des idées. Je vais juste l'avoir en fond dans ma tête et en fait, en fonction de ce que je vais laisser couler quelques jours. Parfois, ça peut être un mois, enfin voilà, ça dépend quand est-ce que je peux me mettre à travailler sur ce projet, mais je vais juste le laisser maturer tout seul. Et en fait, il y a des idées qui vont venir au fur et à mesure que je vais faire des choses, que je vais regarder des films ou quoi. Et du coup, ça va venir s'ajouter à ça, parce que mon cerveau, en fond, est connecté à ça. Donc voilà, il y a ça vraiment... Je pense que des fois, c'est pas la peine de forcer, c'est pas là où on va avoir les meilleures idées. C'est bien d'essayer, mais c'est pas... Voilà. Et alors du coup, l'inspiration, franchement, ouais, c'est partout. Moi, il y a... les livres, romans, la littérature, genre la littérature anglaise romantique du 19e siècle, tout ça, Frankenstein et tout, dans des ambiances un peu gothiques, clairement. Là, je me régale. Le cinéma, évidemment, énormément, enfin,
c'est tellement riche et ils font des choses tellement incroyables aujourd'hui qu'en termes de décor, en termes de lumière, en termes d'histoire et tout, c'est puis cool. c'est facile d'accès. Et c'est hyper facile d'accès, ouais, pour trouver de l'inspiration, ça c'est chouette. Évidemment, il y a sur Internet, genre avec des plateformes comme Pinterest, où là on a des banques d'images où on peut se créer des tableaux et tout pour y revenir plus tard, avoir des moodboards, bah, ça c'est hyper intéressant. Instagram, pareil, aujourd'hui on peut créer ses propres tableaux de collection d'images, donc c'est super intéressant aussi. En se baladant, moi j'ai beaucoup d'idées ou d'inspirations qui me viennent quand je me balade ou quoi. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent en voyant des bâtiments, des paysages, tu vois, de l'architecture, enfin plein de choses. Des fois c'est vraiment pas grand chose et ça va juste popper l'idée quoi dans ma tête. Donc se balader c'est hyper important je trouve. Et du coup je pense que c'est aussi important pour l'inspiration de ne pas se focaliser uniquement sur internet parce que je pense que c'est un peu le piège aujourd'hui d'aller chercher l'inspiration que sur internet. Sachez que aller chercher son inspiration que sur internet en fait c'est aller chercher la même inspiration que tout le monde parce que tout le monde a accès aux mêmes choses sur internet. Alors certes internet est grand et vaste et on va pas forcément trouver tous les mêmes choses mais quand même moi je sais que je suis des illustrateurs et en fait plusieurs illustrateurs qui ont reproduit exactement le même portrait et d'une image que j'avais moi-même trouvée sur Pinterest comme inspiration. Et ça normalise énormément l'art et les créations. Du coup, c'est bien de s'en inspirer, mais pas que ça. Pas que ça, quoi. Clairement, aller piocher ailleurs aussi et mélanger toutes vos inspirations. Ça peut être aussi en chinant. Moi, je sais que les objets, ça m'inspire beaucoup. Mais parce que c'est aussi le domaine dans lequel je suis. Mais quand je chine des vieux objets et tout, en général, je me dis, ah, ça, je peux l'utiliser pour faire tel truc. Voilà. Les costumes et tout, voilà, ça, plein de choses. Et aussi, je pense que c'est important d'aller visiter des lieux culturels du type musée, galerie d'art et tout autre lieu qui accueille des expositions, de se faire un œil et ouais, d'aller voir ce que font d'autres artistes en fait. Hyper intéressant, ça permet d'ouvrir son champ de vision, ses perceptions qu'on peut avoir et d'être un peu moins la tête dans le guidon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette question. Pour toi, ça serait quoi le bon matériel pour débuter en photographie? C'est une très vaste question. Alors le sujet du matériel, c'est hyper compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se font sur le marché. Il y a plein de marques, voilà. Et il y a plein de pratiques de photos différentes aussi. Clairement... Alors, je suis pas experte sur le sujet, hein, loin de là. Je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire avec la photo. Si clairement, c'est juste un passe-temps comme ça, on veut juste avoir une meilleure qualité d'image, mais on veut pas se prendre la tête avec les réglages, tout ça, et avoir un truc un petit peu plus automatique, quoi. Je pense que rester sur des petits appareils photo du type compact, bridge, des hybrides, tout ça, ça peut être intéressant. Clairement, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin. Et sinon, si comme toi, on veut en faire quelque chose ou c'est vraiment une passion, qu'on veut s'améliorer, je pense que c'est intéressant de partir peut-être sur des appareils photo qui permettent, alors pas forcément avoir un boîtier ultra performant qui fasse des trucs de ouf et tout, parce que pour commencer, on ne va pas se servir de tous les paramètres. Mais par contre, d'avoir un boîtier qui permette de changer ses objectifs et du coup d'acheter des objectifs à côté, quoi, qu'on puisse changer. Parce que c'est avec les objectifs en fait qu'on joue beaucoup sur les ambiances des images, tout ça. On fait pas la même chose avec tel ou tel objectif. Et du coup, je pense que c'est ça qui est peut-être plus intéressant. Du coup, de cibler. Je donnerais ce conseil-là. Si vraiment vous voulez partir un petit peu plus en profondeur dans la pratique, quoi. Voilà. Et après, au niveau des marques, clairement, moi je suis sur Canon, mais en vrai, je pense que Canon, Nikon, tout le monde se bat, mais je pense que les deux marques se valent et sont très bien. Et après, je pense qu'il y a aussi d'autres marques qui peuvent être très bien pour débuter. Enfin, franchement. Ça dépend. Franchement, Et aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de comparateurs. Du coup, n'hésitez pas à aller comparer, à aller voir sur ces sites. Quel serait le meilleur format pour shooter et pour enregistrer après ces photos? Les formats, c'est important. Alors, si ton appareil photo te le permet, déjà, de base, essaie de shooter au format RAW, R-A-W.
Le format RAW, c'est le format brut de vos images en fait, qui permet de garder toutes les métadonnées de son image. Vraiment, tu as toutes les informations et elles sont de qualité, quoi. Par contre, ce sont des fichiers bruts. En fait, c'est un peu comme le négatif quand on faisait de la photo argentique. La photo argentique, en fait, on avait une bobine, une pellicule, tu sais, Oui, voilà, une pellicule qui se déroulait dans l'appareil photo. Et en fait, elle réagissait à la lumière, elle est photosensible. Et en fait, c'est en entrant dans l'appareil photo, du coup, avec la quantité de lumière, tout ça qui arrive, du coup, la photo vient s'imprimer sur le négatif. Et du coup, le négatif, après, tu devais le passer dans un agrandisseur et dans des bains, tout ça, pour l'imprimer sur papier. Oui. Et bah, du coup, là, en photo numérique, c'est exactement le même principe. Le RAW, en fait, la photo RAW, c'est un peu comme le négatif qu'ensuite, il va falloir aller développer sur des logiciels. Parce que du coup, elle est assez brute, elle a pas de couleur, enfin, elle a peu de couleur, elle a peu de contraste, elle est un peu dénaturée, quoi. Et du coup, il faut venir, nous, la travailler pour la sublimer, quoi, pour la travailler comme on veut. Donc déjà, si vous pouvez travailler en RAW et pas en JPEG, le JPEG, c'est un format compressé qui ne conserve pas toutes les métadonnées de son image et on perd de l'information. Et pour la retouche, c'est beaucoup moins intéressant. Et pour l'impression aussi. Après, une fois qu'on retravaille ces photos, du coup, tu as deux possibilités quand tu veux enregistrer tes fichiers. Tu vas soit enregistrer en JPEG. Le JPEG, c'est intéressant. Alors, c'est un format compressé, tu vas pas avoir toutes les bonnes informations et tout dans ton image, mais il est intéressant pour l'utiliser sur Internet parce que comme il est compressé, il est moins lourd. Pour l'envoyer et tout, c'est beaucoup plus facile. Pour charger les pages sur Internet, c'est plus facile. Enfin, voilà. Mais moi, personnellement, j'enregistre à la fois en JPEG et j'enregistre en TIFF. Le TIFF, c'est un format qui est comme le RAW. Alors, c'est pas tout à fait comme le RAW, mais en gros, c'est un format qui est non compressé, qui conserve toutes les métadonnées. Et quand on enregistre en TIFF, par exemple, tu viens de faire toutes tes retouches sur Photoshop, tu as plein de calques et tout, et c'est un fichier sur lequel tu veux pouvoir revenir plus tard au cas où tu veuilles recalibrer pour faire de l'impression, imaginons, ou si tu veux récupérer l'image pour la recadrer pour faire une exposition ou quoi. Et ben, c'est intéressant d'enregistrer en TIFF parce que du coup, le TIFF, il va garder tous ses calques en mémoire et quand tu vas le réouvrir avec Photoshop, et ben, tu vas reprendre ta photo là où tu l'avais arrêtée. Ah oui, d'accord. Un peu comme si tu enregistrais en PSD qui est le format Photoshop. Ok. En gros, tu peux utiliser soit le PSD, soit le TIFF. Personnellement, moi, j'utilise le TIFF parce qu'il est un peu plus universel et que dans la visionneuse Windows, quand tu veux juste voir tes photos d'un coup d'œil rapide, Windows va générer des vignettes. Alors que sur le fichier PSD, il va juste mettre l'icône Photoshop et il va pas générer de vignette. En fait, tu sais pas à quoi correspond ta photo. Ouais, c'est pas pratique. Ouais, c'est pas pratique. Donc, par souci de praticité, moi j'utilise le TIFF, qui est intéressant. Mais ça peut être le PSD. Voilà. Donc, du coup, ouais. Donc, à la fois le JPEG et à la fois le TIFF. Justement, en parlant de fichiers, est-ce que tu as des conseils pour l'organisation, pour s'organiser avec nos photos, fichiers? Ouais, alors. Je pense que ça dépend de chacun du coup, suivant comment la logique de chacun pour s'organiser. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je décharge mes photos donc, sur l'ordinateur. J'ai des fichiers par grande thématique d'abord, donc photos, après c'est réparti par culinaire ou paysage ou portrait, etc. Et après dans chacun de ces dossiers-là, j'ai des sous-dossiers et du coup par shooting. Donc là, tu vois, j'ai un dossier spécial pour notre shooting Tea Time avec les scones. Et après ça, une fois que je les ai chargés sur l'ordinateur, je vais venir tout importer dans Lightroom. Dans Lightroom, on peut gérer tous ces fichiers, en fait. Il y a vraiment tout un module qui s'appelle la bibliothèque. Et dedans, tu peux venir gérer toutes tes collections d'images, quoi. Donc moi je charge dedans et en fait ça me permet du coup d'organiser un petit peu tout ça parce que je vais venir faire le tri de mes images directement dans Lightroom. Et voilà, donc du coup j'organise comme ça et puis après je retouche sur Photoshop et tout. Et en fait je répartis l'enregistrement de mes fichiers. Donc d'abord j'ai un fichier sélection pour les photos que j'ai sélectionnées. Et ensuite j'ai un fichier TIFF où j'enregistre mes TIFF et un fichier JPEG où j'ai les fichiers JPEG que j'utilise après sur internet et voilà. Tout simplement. Après, vraiment, ça dépend de chacun, ça.
Oui, après on a tous notre Ouais. organisation, oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça, ça adapté en fonction de chacun. Ok. Je voudrais aussi ton explication pour savoir quelle est la différence entre vraiment artisan et artiste, photographe. Ok, ouais, entre être artiste ou artisan. Ok. Ouais. Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors clairement, l'artisan, il va travailler pour les autres. Mhm. Il va faire de la prestation de service souvent. Donc ça va être par exemple les photographes de mariage Oui. qui vont faire de la prestation de service pour des gens pour leur mariage. Ça peut être la prestation pour des portraits, pour des entreprises. Bah, tu vois, par exemple, pour moi, je pourrais très bien être artisan pour faire des photos dans un restaurant. Mhm. Ah oui. Ou pour des maisons d'édition pour créer des livres de cuisine. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. Donc vraiment, c'est... L'artisan, il travaille pour les autres. L'artiste, il va travailler pour lui. Il va créer ses univers, ses photos. Enfin voilà, c'est plus du travail personnel, si tu veux, mais qui va venir monétiser derrière en vendant des tirages ou voilà, ses photos sur différents supports. Ça peut être sur des livres photos, ça peut être plein de choses, quoi. Et voilà, et la différence, elle est là, je pense. Elle est entre pour qui... quel est le travail qui est fait, pour qui il est fait, quoi. Ok. Grosso modo, et après, il y a effectivement la question des statuts d'entreprise qui rentrent en ligne de compte. Donc, tu as le statut photographe, artisan photographe, tu peux l'avoir du coup en étant en micro-entreprise, par exemple, ou en entreprise individuelle ou en société. Ok. Et après, tu peux avoir le statut artiste-auteur, où là, en fait, tu es vraiment conditionné pour être juste artiste-auteur, quoi. Donc, l'émission que tu vas faire dans le cadre de ce statut-là, ce sera en tant qu'artiste-auteur. Il y a beaucoup de photographes qui cumulent les deux statuts, à la fois artisan et à la fois artiste-auteur, et du coup, qui ont une micro-entreprise, par exemple, et le statut artiste-auteur. Ok. Et qui font les deux, parce que, en vrai, être que artiste-auteur, c'est assez compliqué. Ouais. Moi, personnellement, je fais tout sous la micro-entreprise. Mais je réfléchis au double statut aussi. Oui. Juste une dernière question. C'est comment se faire connaître et comment gérer ses réseaux sociaux? Ok. C'est une vaste question aussi qui est intéressante. Alors, pour se faire connaître, c'est vrai que ça peut être compliqué. Il y a deux grandes possibilités, on va dire. La première, et à laquelle on pense tous de manière générale, c'est en ligne, avec créer un site internet, avoir un blog où on donne des conseils, etc. Et évidemment, les réseaux sociaux, donc Instagram, tout ça, créer une chaîne YouTube ou quoi. Donc clairement, c'est une très bonne stratégie pour se faire connaître et tout, mais c'est beaucoup de travail. Franchement, c'est énormément de boulot. Enfin voilà. Et après, il y a la deuxième possibilité qui est de se faire connaître en vrai. Moi, je dis en vrai, quoi. C'est du coup aller vraiment au contact des gens. Du coup, ça peut être en faisant des expositions, en exposant ton travail dans des galeries d'art ou dans des lieux culturels, des lieux publics, etc. En participant à des salons, à des marchés de créateurs aussi, ça peut être d'art et d'artisanat. En ayant du contact avec des associations aussi. Peut-être en donnant quelques cours ou ce genre de choses. Du coup, les gens découvrent ton travail aussi et ça permet de créer un bouche à oreille, quoi. Ah ouais, ok. Voilà. En misant aussi sur la presse, genre les journaux locaux. Moi, je sais que quand je fais des expositions et tout, on fait appel à la presse et du coup, c'est diffusé dans le journal local, tout ça. La radio locale aussi. Enfin, voilà, plein de choses, en fait. Il y a plein de dispositifs que vous pouvez avoir autour de vous, près de chez vous. Et auxquels on ne pense pas forcément parce qu'on est tous rivés sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui existent encore. Et moi, je sais que, par exemple, par la presse, j'ai eu l'occasion d'avoir des opportunités que j'aurais pas eues ailleurs. Ouais, genre des premières expositions et tout. Ouais, donc franchement, c'est pas à négliger. Et après, je pense que c'est bien de cumuler les deux, de jouer un peu sur les deux tableaux et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Ok, ouais. Tu vois, d'avoir à la fois les réseaux sociaux et puis quand même faire des expositions ou voilà,
démarcher des gens. Après, si tu es artisan, tout ça, ben, ça peut être intéressant. Par exemple, tu vois, si moi j'axais mon travail sur le fait de travailler avec des restaurants, bah, j'irai sûrement démarcher des restaurants. Donc je vais me faire connaître comme ça en fait, en allant directement à la rencontre de mes clients cibles. Oui, ok. Faut cibler un petit peu quel type de public on veut avoir et quels sont nos clients, quoi. C'est aussi important. Et après, clairement, il y a un truc qu'on mesure pas du tout, mais le bouche à oreille, c'est incroyable. Franchement, c'est un truc. Si tu fais du bon travail et que les gens apprécient, ils vont en parler autour d'eux et du coup, tu vas avoir des retombées. C'est ça, c'est l'effet boule de neige, quoi. Et ça, c'est hyper porteur. Franchement, si tu arrives à développer ça, c'est cool, quoi. Et c'est un truc qu'on maîtrise pas du tout. Donc ça. Et alors après, pour gérer les réseaux sociaux, clairement, c'est compliqué. Je suis pas un modèle de réussite, mais ouais, c'est super compliqué. Je pense qu'il faut vraiment cibler 1 ou 2 plateformes pour commencer. Peut-être pas tout développer en même temps parce que c'est super dur. Ou alors tu as genre une plateforme cible sur laquelle tu crées le contenu pour et après juste tu rediffuses sur les autres. Ouais. Mais pas créer un contenu adapté à chaque, je pense que c'est hyper chronophage. Ouais, tu t'en sors pas sinon. Et bah, d'étudier comment fonctionnent les plateformes pour un petit peu savoir quoi faire. Les tendances, bah, c'est bien de suivre un peu les tendances. Après, je pense que c'est bien aussi de se démarquer des tendances parce que suivre les tendances, ça devient normaliser son art. Et moi, personnellement, je trouve pas que ce soit optimal et très intéressant, clairement. Et c'est un peu le problème des réseaux sociaux. Clairement, je pense qu'avoir des publications régulières, ça joue beaucoup. Ça peut parfois être compliqué à mettre en place, mais ouais. Et en vrai, je pense que sur les réseaux sociaux, alors je parle pas pour YouTube vraiment, mais genre sur Instagram ou quoi, je pense que c'est pas vraiment la qualité qui compte, c'est surtout la quantité. Ouais. Enfin, même un peu YouTube en vrai, mais ce qui peut être parfois compliqué. Enfin, moi, je sais que j'ai ce problème avec les réseaux sociaux parce que du coup, je veux que les choses soient bien faites. Je suis un peu perfectionniste, quoi. Et du coup, ben, je peux ne pas publier parce que je trouve que ça va pas assez bien, alors qu'il y a plein de gens qui juste publient leur truc de façon très spontanée, sans trop se prendre la tête, et qui, en fait, bah, du coup, ça fonctionne parce que, justement, ils se prennent pas la tête, quoi. Et le contenu est peut-être un peu plus, spontané, quoi. Tu vois, c'est un peu plus vivant, un peu plus humain, je pense. Du coup, les gens, sur les réseaux sociaux, les gens aiment bien, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, du coup, en vrai, j'ai pas de recette miracle. Je pense que la régularité, ça joue quand même énormément. Ok. Et puis de vraiment d'interagir avec les gens. Parce que c'est des réseaux sociaux, donc en fait, faut communiquer avec les gens, quoi. Ouais, faut apporter des choses aux gens, faut apporter de la valeur, tout ça. Ok, ouais. C'est un peu épuisant des fois, mais c'est le jeu, quoi. Voilà. Tu as d'autres questions? Non, pour moi c'est bon. T'as fait le tour? Ok. Bon, bah écoutez, voilà, on va clôturer cette vidéo. On espère toutes les deux d'ailleurs que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on sera ravis d'y répondre. Et puis je vous invite à aller parcourir les autres vidéos parce qu'il y a d'autres informations aussi dans ces vidéos-là si le sujet vous intéresse. Et puis écoutez, on vous souhaite de rester créatif parce que la créativité c'est cool. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!